leur réalité pour, sans renoncer aux idées venant du dehors, les réévaluer, les revisiter dans la perspective de leur conformité par rapport au schéma que nous voulons bâtir en Afrique sans nous déconnecter de nos réalités, afin d'inventer un modèle qui nous permette de parcourir en quelques décennies le chemin que les nations européennes ont mis des siècles à couvrir. Il a combattu pour que les programmes d'enseignement au niveau de l'histoire en particulier soient des programmes panafricains. Et il a fait aussi en sorte que, pour faciliter la circulation des programmes, des enseignants, faire en sorte que les enseignants, donc les plus gradés du supérieur, aient, comment dire, une visibilité commune, n'est-ce pas, en créant le CAMES, qui permet en effet à des profs du Burkina d'aller en Centrafrique ou au Congo, à des profs gabonais d'aller au Sénégal, et donc de faire en sorte que le maximum de circulation et d'échange puisse permettre de fonder cette identité africaine. Il fallait maintenir le concept d'université africaine, une université unique pour l'ensemble des pays francophones. C'était ambitieux, c'était vraiment une provocation presque que nous faisions à la France, qui avait redivisé nos pays par territoire, et nous avons proclamé qu'il fallait une seule université fédérale, alors que la France avait démantelé les fédérations. Le professeur a toujours été convaincu qu'il n'y a pas de science nationale, de science à l'échelle de nos pays, que si l'Afrique veut entrer de plein pied dans la science, il faut que la science soit panafricaine. Africa, Entre 1961 et 1963, un grand débat s'est ouvert en Afrique concernant la question de l'indépendance. En somme, que faire de l'indépendance? Où allons-nous? Comment gérer l'indépendance toute neuve qui avait été octroyée à pas mal de pays et parfois à pas mal de dirigeants qui, 2 ans ou 3 ans plus tôt, étaient contre l'idée même d'indépendance. Nkrumah a posé le problème des États-Unis d'Afrique dès la création de l'Organisation de l'Unité africaine. 2 thèses se sont opposées, ceux qui ont voulu maintenir l'intangibilité des frontières et donc consacrer le découpage colonial, et ceux qui, au contraire, disaient que ce découpage colonial est plein de risques et qu'en conséquence, il fallait aller vers une intégration africaine plus large. Nous sentions bien que les micro-États n'ont aucune capacité à permettre un développement réel, que les micro-États seraient si faibles que leurs dirigeants ne seraient pas à même de jouer le rôle que nous entendions, que nous pensions que l'Afrique devait jouer dans le monde actuel. Dès qu'on a parlé, on a poussé à la roue, on a lutté. Nous avons fait partie de cette lutte-là pour obtenir l'indépendance. Ils ont couru, ils ont fait une course de vitesse pour détruire les fédérations qu'ils avaient créées, uniquement pour éviter que nous soyons indépendants véritablement, uniquement pour diviser, pour régner. Nous sommes sous cet empire-là jusqu'à aujourd'hui. L'indépendance, quiconque la voudra, il pourra la prendre aussitôt. Cela signifiera qu'il ne veut pas faire partie de la communauté proposée et qu'il fait en somme sécession et qu'il veut suivre son chemin lui-même, isolément, à ses risques et périls. La métropole en tirera les conséquences et je garantis qu'elle ne s'y opposera pas.
Nous voulions une association avec la France sur la base de l'égalité après les indépendances, une fois confirmé que des relations d'amitié, de solidarité s'instituent, c'est tout à fait normal. Mais nous ne voulions plus de ce genre d'association du cavalier et du cheval. Nous disons de façon publique que nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Quand la Guinée a décidé de voter non, et quand la Guinée a été punie, comme le dira plus tard l'ancien haut-commissaire de la France, Mesmer, eh bien, Kizerbo et tant d'autres ont décidé de répondre à l'appel de l'indépendance de la Guinée menacée par un manque de cadre. Ils ont quitté leur famille, ils ont quitté leur pays, ils se sont expatriés dans un pays africain qu'ils ne connaissaient pas, en but à des problèmes qu'ils ignoraient, pour tenter de prendre à bras le corps cette nouvelle indépendance d'un pays africain qu'incarnait la Guinée de Sékou Touré. Sékou Touré était un homme à l'intelligence supérieure, à la volonté et à l'énergie implacable. C'est un homme qui avait maîtrisé les techniques de la mobilisation de masse. Il y a eu des dangers pour Sékou Touré, pour son régime, et petit à petit, cela a transformé le personnage. L'autocratie a été installée et la dérive vers la répression, y compris des valeurs les plus sûres de l'Afrique à l'époque, comme Diallo Telly. Tout cela s'est produit dans une sorte de mécanique infernale que personne ne pouvait plus contrôler. En août 1960, le Congo, qui venait en 30 juin, de proclamer son indépendance, connaissait déjà une profonde crise. Mon frère et ami, Patrice Lumumba, vint à Conakry. Il m'exposa ses difficultés et me demanda une forme d'aide qui consistait à inviter tous les gouvernements des pays indépendants d'Afrique à coordonner une action de soutien pour préserver l'indépendance du Congo. Je me souviens effectivement que Patrice Lumumba est venu à Conakry et qu'il avait déjà rencontré le professeur, je crois, Accra. Et donc, quand il est venu en Guinée, il nous a recherchés parce que nous étions déjà en Guinée et nous voyions tout ce qui se faisait pour vraiment mettre les bâtons dans les roues, si on peut dire. Donc, on pouvait s'attendre à la même chose au Congo, et d'ailleurs, ça n'a pas manqué. Because the unification is
said a unification. Don't divide us, unify us. We're tired of poverty, we're tired of dying. We don't wanna die, we don't wanna be poor. Don't divide us! On a marginalisé les vrais panafricanistes, donc les Sékou, les Kwame Nkrumah et Joseph Kizerbo aussi. Je pense qu'ils ont perdu la bataille du début des années 60. On les accusait de vouloir aller trop vite. Et certains d'entre eux, ça n'est pas le cas de Joseph, dont on connaît l'humanisme et l'attachement aux libertés, on les accusait, c'était facile à l'époque, d'être communistes. Dans ce contexte, Félix Houphouët-Boigny, qui avait un poids politique considérable, puisque ça a été le fondateur, le chef d'orchestre et le cerveau du RDA, Félix Houphouët-Boigny a joué le jeu de cette territorialisation de l'Afrique française, donc en disant chacun va se débrouiller tout seul, et on sait qu'il a tout fait pour casser la Fédération du Mali, et il a réussi à casser la Fédération du Mali en créant le Conseil de l'Entente. Et donc, dans ce contexte-là, Joseph a fait ses choix. À partir de 1951, on peut dire que Houphouët, il roulait pour la France. Mais ses intérêts étaient orientés surtout vers le développement de la Côte d'Ivoire, en dehors du fédéralisme et en liaison, en association étroite avec la France. Il est devenu aussi l'adversaire local, l'adversaire africain de Kwame Nkrumah. Il a lancé même un défi à Kwame Nkrumah. Sur la base, on se reverra dans 20 ans. Effectivement, 20 ans après, Kwame Nkrumah était mort. Ces anciennes puissances coloniales ont tout fait pour contrarier cette unité, parce que ces anciennes puissances savent que l'unité réalisée en dehors du découpage colonial ancien et en dehors du clivage entre pays anglophones et francophones donnait une force aux pays africains de pouvoir se libérer des contraintes qu'on va leur imposer au moment des indépendances par les accords qui ont été négociés et qui sont des accords qui maintenaient tous les intérêts stratégiques, économiques des anciennes puissances coloniales. Le crime de l'Afrique en pièces détachées, à qui cela profite? Ils sont faciles à détecter, ils sont faciles à identifier. Ce sont ceux qui mettent au second plan l'identité africaine et qui mettent au premier plan leur propre identité individuelle. Ce sont les nègres d'exception dont j'ai parlé, c'est ceux qui ont tout reçu du colonialisme et auxquels le colonisateur a laissé la domination des peuples, la gestion des peuples en partant, en sachant qu'ils seraient les fondés de pouvoir de l'ancien colonisateur. Est-ce qu'il peut y avoir une souveraineté dans la mendicité? Est-ce qu'il peut y avoir une souveraineté dans le besoin, dans la misère, dans le fait que les petites prostituées répondent aux journalistes qui leur demandent si elles sont conscientes de ceux qui les menacent? Elles répondent, je l'ai lu dans un journal, moi je préfère mourir du sida que de mourir de faim. Get up, stand up for your right. Miss up, get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. Là, j'ai retrouvé une lettre de lui, et ce qui prouve que l'importance que nous attachons à ce qu'il pouvait dire, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui garde beaucoup les lettres, on en reçoit beaucoup, on les jette, mais celle-là, vous voyez, je la retrouve. C'est donc daté de Ouagadougou, le 15 septembre 1983. Bien chers amis, je vous envoie par Françoise quelques documents.
ils sont assez explicites. Je vous remercie pour tout ce que vous avez déjà fait pour moi à mon insu. Nous sommes un peu comme Daniel dans la fosse aux lions. Il ne nous reste que Dieu et nos vrais amis. Certes, la tranquillité de la conscience est un viatique incomparable, mais c'est parfois dur la privation de la liberté. C'est le poisson hors de l'eau, vous le savez mieux que moi. Je sais que la lumière de l'automne est parfois splendide à Paris, jouissez-en pour nous aussi, point de suspension, en attendant que nous puissions nous joindre à vous, affectueusement Joseph. C'est joli. L'indépendance de l'Afrique n'était pas une fin en soi. L'indépendance, c'était l'indépendance politique, mais cette indépendance politique devait nous permettre maintenant de changer la condition sociale de nos populations, transformer donc l'économie et avancer dans la voie du progrès. Si on se fait raser dans l'obscurité de la nuit noire et qu'on se confie au coiffeur dans ces conditions-là, c'est qu'on a sacrifié d'avance ses propres oreilles. Beaucoup de dirigeants africains ne savent pas où ils vont, où ils veulent conduire leur peuple. En Afrique, est-ce que nous avons l'État? Est-ce que nous avons la nation? L'État, c'est un principe qui veut que personne n'obéit à M. X ou Y en tant que M. X, en tant que personne. On a donc créé une superstructure, un niveau symbolique qui domine tout le monde et à laquelle tout le monde doit obéir. Est-ce que nous avons des états de droit de ce type-là en Afrique aujourd'hui? Il suffit de voir Mobutu, roi du Congo, pour